Écoute, salut Tristan. Merci beaucoup de te prêter à l'exercice inverse aujourd'hui, puisque c'est toi qui es mon invité. D'habitude, t'es souvent seul ou avec d'autres personnes. Tristan, je t'ai proposé de venir aujourd'hui parce que à chaque fois que je parle de guerre économique, de souveraineté et ces choses-là, c'est toujours passionnant avec toi. Donc on expliquera juste après à nos auditeurs qui tu es et pourquoi t'en sais un rayon sur ces trucs-là. Et puis peut-être que du coup, les gens pourront continuer en allant t'écouter sur tes chaînes à toi et en connaître un peu plus. Mais du coup, ce que je te propose aujourd'hui, si ça te va, c'est de te poser cette question, comme le veut la tradition de ce podcast, en 3 temps. D'abord, comme si j'étais un petit enfant d'une dizaine d'années. Puis ensuite, je grandirai, j'aurai 18, 20 ans. Et enfin, je vieillirai encore un peu plus et j'aurai 45, 50 ans. Ensuite, on parlera de toi. Et puis, pour finir, à la fin, je te demanderai comment ton lien avec l'impact, ce que ça veut dire pour toi, quelles sont les choses dont tu t'efforces d'en avoir dans ton quotidien. Est-ce que ce programme te convient ? Oui, super. Et merci pour l'invitation, Jérémy. J'ai hâte de l'expliquer à tes versions plus jeunes, du coup, et qui vieillissent. Alors, commençons par le petit moi. Tristan, est-ce que la guerre économique, à l'heure de l'IA, va devenir de plus en plus violente ? Alors oui, violente et surtout distribuée de manière différente. Alors pour t'expliquer les choses, mon petit Jérémy, quand tu vas jouer du coup dans un bac à sable, il y a beaucoup de personnes qui jouent avec toi. Ces personnes, du coup, dans ce bac à sable, on est quand même assez d'accord, en particulier quand on a avant 12 ans, on souhaite faire le plus gros bac à sable, même d'ailleurs quand on a après 12 ans, mais enfin ça c'est autre chose. On souhaite faire le plus gros château de sable, dans ce bac à sable qui soit le plus beau et le plus solide. C'est ce qu'on pourrait appeler la performance du coup économique d'un pays si on souhaite faire quelque chose. Mais là, ça serait que ce château de sable dans le bac à sable soit le plus beau et le plus solide possible. Pour construire un bac à sable, on a besoin d'outils, du coup. Et ces outils, du coup, ça va être un seau, une pelle, mais ça peut être un super gros seau ou une super grosse pelle. Il faut voir, en fait, les choses comme ça dans ton bac à sable. L'intelligence artificielle, c'est ce qui va être un outil plus ou moins puissant qui va te permettre de construire de la performance économique. Donc, ça va être en quelque sorte tes seaux et tes pelles qui vont te permettre de faire un super château de sable. Bon. On va dire qu'il y a 9 autres de tes camarades, donc vous êtes 10 dans ce bac à sable. Il y en a un qui a un très gros seau avec une très grosse pelle. Il y en a un autre qui a une très grosse pelle, un petit seau. Et toi, tu as un seau moyen et tu n'as que tes mains. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ici, l'intelligence artificielle, les outils pour construire un gros château de sable ne sont pas distribués de la meilleure des façons et ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que ton petit camarade en face qui a un gros seau et une grosse pelle, donc de très gros modèles d'intelligence artificielle, de super data centers, peut-être même de l'extraterritorialité du droit, etc. Enfin bon, tu comprendras tout ça quand tu seras plus âgé. Du coup, lui, il va construire des châteaux de sable de plus en plus importants, de plus en plus gros, de plus en plus solides. Ton autre petit camarade, du coup, qui lui n'a peut-être pas de data center, etc., mais il a peut-être une très grosse pelle, enfin bon, choses comme ça, ils vont en faire un qui va être un tout petit peu différent du tien, peut-être un peu plus solide sur les côtés, mais peut-être pas sur son pont-levis ou un truc comme ça. Et toi, tu as peut-être des data centers, mais tu n'as peut-être pas les modèles, ce qui fait que tu as un seau moyen, mais tu n'as pas de pelle. Donc, du coup, tu n'as que tes mains. Je fais ce que je peux, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'il y a des inégalités, du coup, qui vont se créer immédiatement. Donc, on va te dire, voici une compétition, faites un super château, super beau et solide. Donc, faites une économie solide et résiliente et performante. À partir de là, du coup, tout le monde va s'y mettre d'un coup. Et ton petit camarade qui, lui, avait de super outils, il va faire un truc super rapidement et très solide. Et toi, tu risques de galérer beaucoup plus avec tes petites mains, etc. Ce qui fait que si on fait le parallèle avec l'intelligence artificielle et la guerre économique, donc la guerre économique qui permet du coup d'avoir derrière une économie d'une nation, d'un pays ou d'une union économique qui soit solide, il existe des inégalités. Donc la guerre économique va être beaucoup plus violente, beaucoup plus importante,
à cause des seaux et des pelles, du coup, qui sont distribués de manière inégale dans ce super bac à sable qui est la planète Terre. Incroyable. Merci pour la métaphore qui est extrêmement parlante. Du coup, tu sais quoi, je vais grandir un peu parce que ça me donne envie. Maintenant, je suis avide de connaissances et je vais avoir 18-20 ans. Jérémy de 20 ans, il est souvent stagiaire, mais aujourd'hui, j'ai envie qu'il soit étudiant plutôt, puisque j'ai envie de comprendre un peu tout ça. Et puis, imaginons que j'arrive, je sais pas, dans ta classe, sur un cours de guerre économique, par exemple. Alors, juste avant, là, c'est vachement bien parce que j'ai compris la multiplicité des acteurs, le déséquilibre entre les forces. Mais en fait, j'ai presque envie de revenir un peu en arrière, là tout de suite, et de te demander, c'est quoi la guerre économique finalement? Comment ça se matérialise? Pourquoi on en parle tout le temps, mais je pense que pour plein de gens, c'est très flou. Eh ben mon Jérémy, du coup, maintenant que tu as grandi, on va pouvoir commencer à sortir le dictionnaire. On va partir d'une définition pour ensuite expliquer les différences qu'il y a sur les inégalités ou la violence qu'il peut y avoir entre l'intelligence artificielle et la guerre économique entre les États. Alors là, si je reprends, parce que moi, mon réflexe, c'est toujours indico, hein, j'adore ça. On prend la guerre économique, du coup, c'est défini comme l'ensemble des pratiques par lesquelles des États, des entreprises ou des alliances cherchent à affaiblir ou dominer économiquement leurs rivaux en mobilisant des moyens non militaires, donc des sanctions, des embargos, des restrictions technologiques, de l'espionnage économique, des subventions déloyales, de la manipulation des normes, et peut-être même, quand on le voit, des droits de douane. Donc, elle peut être ouverte avec des sanctions qui vont être officielles ou discrètes avec tout ce qui va être lobbying, pression réglementaire et captation de savoir-faire, espionnage, etc., etc. Donc, à partir de là, il faut voir que dans le monde dans lequel tu évolues, tu as passé ton baccalauréat ou tu es étudiant, donc oui, 18-20 ans, tu as passé ton baccalauréat. Tu as donc certainement plein d'amis avec d'autres nationalités. Tu as peut-être d'ailleurs un Apple, un MacBook. Tu as plusieurs en fait, choses qui vont faire que demain, tu vas pouvoir construire de la valeur ajoutée dans une entreprise, ton entreprise, quelqu'un d'autre ou celle de quelqu'un d'autre, avec du coup des outils qui sont différents. Donc du coup, tu as des outils, hein, un MacBook, tu vas avoir plein d'autres choses autour de toi pour créer de la valeur. Donc cette valeur, c'est comme tout à l'heure, on expliquait ce fameux château de sable qui va être somptueux et fort et résilient du coup par rapport aux autres. Et pour répondre à la question, donc à 18-20 ans, tu dois écouter la presse, tu dois te documenter. Répondre à la question qui va être est-ce que l'intelligence artificielle, du coup, demain, va rendre la guerre économique plus violente? Oui, très largement. Parce que toi, aujourd'hui, tu as un MacBook, tu vas avoir un iPhone, tu vas avoir peut-être des choses que tu vas lire, aller voir des cours sur YouTube, tu vas peut-être utiliser ChatGPT pour être plus fort et peut-être plus performant par rapport aux autres. Mais si demain, par exemple, on va te dire, ton ChatGPT, pour faire ton super rapport de stage où tu n'es pas censé utiliser ChatGPT, mais on le sait tous qu'il y a quand même moyen qu'il soit utilisé, on te dit, en fait, tu es en France, tu n'y as plus accès. Bon, alors là, du coup, tu vas commencer à avoir un désavantage énorme par rapport à d'autres élèves qui vont être, par exemple, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, parce que du jour au lendemain, quelqu'un, via un tweet, par hasard, a décidé, du coup, de dire que ChatGPT n'était plus disponible chez toi. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de formidable pour construire, mais c'est aussi un avantage concurrentiel immense pour les États. C'est-à-dire que quand on souhaite affaiblir, par exemple, une nation, affaiblir un secteur d'activité ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse derrière potentiellement lui soutirer des choses, il faut d'abord en fait potentiellement le rendre accro en quelque sorte à une de tes technologies. Ça se voit dans le monde civil, un petit peu ou professionnel, un petit peu comme du ChatGPT. Je vais t'y faire goûter et puis tu vas du coup le mettre absolument partout dans tous tes systèmes de production, etc. Et d'un coup, je vais te dire, tu n'y as plus le droit. Hop, mais moi, oui, par contre. Et donc là, je crée un désavantage énorme et la guerre économique devient beaucoup plus violente. Et dans le monde militaire, par exemple, parce qu'à 18-20 ans, tu vois quand même ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être, si toi, tu es la France et que tu as un super porte-avions
et que pour catapulter tes super rafales, du coup, tu es obligé d'avoir un élastique énorme. Il n'y a que moi, par exemple, qui va le produire. Je vais te le vendre. Et donc, cet élastique de catapulte du coup, de ton porte-avions qui va te permettre d'avoir une force aéroportée partout dans le Levant ou peu importe ton théâtre d'opération. Si demain, je te dis, en fait, je te le vends plus, sauf si tu fais ça, là, c'est la même chose. Donc, l'intelligence artificielle, ça peut être vu un petit peu comme la catapulte du coup, du porte-avions qui va permettre d'envoyer du coup, tes avions sur tes théâtres d'opération, si je prends une comparaison un petit peu militaire. Et du jour au lendemain, du coup, si je décide de la couper, eh bien, en fait, tu es un petit peu plus désavantagé, on va dire, et tu seras plus enclin à céder sur des négociations que je vais amener. Voilà. Incroyable. Je l'avais jamais vu sous cet angle, tu vois. Je m'étais jamais dit si telle ou telle techno nous était coupée. Et ça te semble être une possibilité, ça c'est vrai qu'on sent. Bon, j'ai encore 18 ans, je suis capable d'avoir ce débat à 18 ans. On sent que les rapports internationaux se tendent. Est-ce que tu penses que les intérêts économiques d'un État, est-ce que on va rentrer dans cet exemple. Est-ce que tu penses que les USA pourraient dire on coupe GPT à l'Europe parce que vous n'êtes pas sympa et vous n'avez pas accepté nos droits de douane ou je ne sais quoi, ça te semble on est dans le domaine du réaliste? Largement. Très largement. ChatGPT, demain, pourrait être largement coupé en Union européenne ou dans des pays membres de l'Union européenne qui ne sont pas favorables, par exemple, à une négociation de Donald Trump. Ça se voit, par exemple, sur... alors, c'est un tribunal, je ne sais plus si c'est l'AE ou quelque chose comme ça, où Microsoft, alors derrière peut-être les États-Unis, mais en tout cas Microsoft, a décidé de couper littéralement l'ensemble de Word, toute la suite Office, du coup, à ce tribunal. Et aussi l'accès au Drive. Parce que, du coup, ils n'étaient pas d'accord sur un des jugements, ils n'étaient pas d'accord sur une interprétation. Hop. C'est arrivé, c'est un espèce de c'est un chantage technologique. Absolument. Et donc là, ça incroyable. peut tout à fait arriver sur ChatGPT. D'où l'importance vitale, pour revenir un peu à la souveraineté, d'avoir, même si c'est pas les modèles les plus puissants, mais d'avoir certaines alternatives à nous, ou en tout cas pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Ah, absolument. La souveraineté, c'est pas tout faire tout seul, très, très loin de là, parce que on est quand même 5 fois moins en population entre les États-Unis et la France. D'un moment, il faut réaliser qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais il faut pouvoir choisir avec qui on le fait. Et comprendre du coup, et surtout réaliser qu'un ami d'aujourd'hui peut être un ennemi de demain. Et ça, c'est des choses que... Et ça, on l'a tous réalisé soudainement. À 18-20 ans, ouais. Quand tu t'es fait choper ta copine par un de tes meilleurs potes. Je pensais plus à l'actualité politique, mais... Pardon, j'étais resté sur 18-20 ans. C'est vrai qu'on peut revenir à nos années lycée. Ok. Et... Ouais, d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça qui... Je sais pas si c'est moi, à force de baigner là-dedans et d'en parler tout le temps, mais je trouve que sur ces sujets-là, plus ça va, plus on parle d'Europe et moins de la France. Enfin, on n'oublie pas la France, mais on parle vraiment, notamment depuis le conflit en Ukraine, etc., d'Europe tout le temps. Parce qu'en fait, finalement, est-ce qu'on n'a pas une prise de conscience de se dire, OK, la France tout seul, l'Allemagne tout seul, la Pologne tout seul, on est trop petit. Il faut avoir une logique européenne pour essayer de faire le poids face aux autres grosses puissances qui, en ce moment, sont la Chine et les US. En tout cas, du point de vue technologique, etc. On pourrait rajouter la Russie, mais c'est un peu différent, je pense, non? Oui, bien sûr. C'est une conviction personnelle. Et malheureusement, il y a de plus en plus de gens en France qui en doutent. Il y a un climat anti-Europe qui naît, je trouve, tout simplement parce que c'est mal compris. Moi, on reviendra peut-être sur mon parcours, mais avant de faire un cycle spécialisé sur l'Europe, je ne comprenais pas exactement quels étaient les avantages en fait, d'être dans l'Union européenne, comment cela fonctionnait et quel était le rôle des députés européens au sein du Parlement. Voilà, il y a une méconnaissance totale. Si, par exemple, on va dire, pour donner en comparaison, par exemple, la France, en termes de PIB, on va être autour de 3 162 milliards, donc 3,2 milliards, on va dire, en 2023. Les États-Unis sont à 29,2 milliards en PIB. 29 184 milliards en PIB. C'est par rapport à la France, c'est vraiment absolument rien.
La Chine, ils sont à 18 743 milliards. Si on essaie, nous, de se dire « Bonjour, je vaux 3 162 milliards, du coup, je vais venir me battre contre toi, qui vaut 29 184 milliards. » Enfin, c'est quasi 10 fois plus. On n'a aucune chance, ne serait-ce que d'être pris au sérieux, ou même de gagner. Et si on se met les 27 États de l'Union européenne, on passe de 3 162 milliards à 19 500 milliards environ. Donc, c'est beaucoup plus, mais c'est toujours plus faible que les États-Unis. Donc, imaginez en fait que seule la France arrivera à rivaliser face à des puissances aussi énormes que les États-Unis et la Chine. C'est complètement surréaliste. Ça ne fonctionnera jamais. C'est pour ça que l'Union européenne s'est créée, c'est pour être plus fort ensemble. Et aujourd'hui, on continue à intégrer de nouveaux États pour qu'on arrive à avoir des règles économiques, juridiques beaucoup plus interopérables ensemble pour faire front, en fait, face à d'autres puissances qui ne veulent pas forcément que du bien. Au niveau économique, c'est le plus fort qui gagne, c'est pas le plus sympa. Donc nous, on a beau avoir du soft power assez intéressant avec notre super PSG, nos super baguettes et nos super cognacs, et d'ailleurs les États-Unis n'en veulent plus. C'est pas pour autant que demain on arrivera à survivre, parce que c'est une question de survie que d'être fort économiquement. Donc la France a besoin de l'Europe, on a besoin de l'Europe pour faire face à des puissances aussi importantes que les États-Unis, la Chine ou même la Russie, et seul on n'y arrivera pas. Ok, incroyable. Et pour toi, aujourd'hui, l'Union européenne est une bonne réponse, plutôt, enfin, sur la forme, oui, elle l'est, mais elle y arrive? Ça va dans le bon sens? Alors, c'est toujours plus compliqué de jouer à 27 plutôt que de jouer à seul, mais c'est moins pire que d'être seul. Donc oui, je pense qu'on y arrive. Par exemple, sur le sujet de Donald Trump, du coup, qui a monté les droits de douane du jour au lendemain, du coup, contre l'Union européenne, la réponse n'a pas été... Il n'y a pas eu 27 réponses, il n'y a eu qu'une seule réponse, celle de l'Union européenne. Donc oui, aujourd'hui, je pense que l'Union européenne, on y arrive. On est beaucoup plus réglementé que les autres, etc. Mais on y arrive quand même, malgré le fait qu'on a une seule voix, mais qui derrière va représenter 27 États. C'est vraiment compliqué. C'est comme si, dans vos restaurants, je demandais à tout le monde autour de la table, « Salut, est-ce que tout le monde veut manger du poisson ?» Évidemment, tu auras quelqu'un de végé, quelqu'un sans gluten, quelqu'un qui préfère la viande, quelqu'un qui ceci, quelqu'un qui cela. Mais à la fin, on arrivera quand même à avoir une seule et même voie, un compromis la moins pire, on va dire, des solutions pour faire face aux super cuisiniers qui souhaitent nous mettre que du poisson, quoi. Ok. Et donc, comment dire? Ça, c'est au niveau étatique, diplomatique, international, mais j'imagine que ça redescend aussi dans les entreprises et les individus. Parce que l'Europe, bon, enfin, on ne peut pas prétendre qu'on est les Américains. On voit que les Chinois ont passé un level incroyable, notamment dans le monde de la tech et donc de l'IA ces derniers temps, et on sent qu'ils accélèrent fort. Mais bon, on n'est quand même pas les tout derniers de la classe, les Européens. Il y a quand même un certain nombre de champions tech, on a des bonnes boîtes, il se passe un certain nombre de choses. Est-ce que pour toi, ça suit de ce côté-là? Oui, bien sûr. On a de très bons ingénieurs, on a de très bonnes écoles, on a de très bonnes industries, on a un savoir-faire incroyable. Oui, évidemment, on suit, c'est pas un problème. C'est juste que... On dit souvent, parce que j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est start-up, tech, etc., on dit souvent que les États-Unis ont entre 3 à 5 ans d'avance en termes d'innovation par rapport au vieux continent qu'est l'Europe. Franchement, quand moi avant j'allais une fois ou 2 fois par an à voir mes clients à San Francisco, et à chaque fois du coup que je revenais de San Francisco, je revenais avec une bouffée d'air frais de « Mon Dieu, tout est possible déjà ». On te dit pas... Ok, mais alors comment tu vas le faire? Je dois en parler au moins N+5, avoir une validation du COMEX, machin, etc. C'est plutôt, tu as une bonne idée, et ça va être, ok, c'est pas comment, c'est quand on le fait, quoi. Et quand on revient, du coup, sur le vieux continent,
On sent qu'il y a 3 à 5 ans de retard. Et aujourd'hui, dans C'est l'IA... pourquoi est-ce qu'on le ferait? Ouais, c'est même plus ni comment ni quand, c'est pourquoi. Et voilà, c'est ça. Et pourquoi on le ferait? Et pour faire le parallèle avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on a facilement 3 ans de retard sur les sujets d'intelligence artificielle, alors même que ceux qui sont aujourd'hui à la tête des plus gros, des plus grosses techs d'intelligence artificielle, on le voit avec Facebook, on le voit avec... GPT maintenant. Ouais, OpenAI aussi, c'est les Français et les Françaises du coup qui sont à la tête. Donc, dans l'Union européenne, on a des cerveaux, on a de super industries, mais c'est juste que on est un tout petit peu plus lourd pour lancer tout ça. Le vieux continent porte bien son nom aussi. Et est-ce que même si, parce que ce modèle-là, finalement, bon, je sais pas, mais en tout cas, là maintenant, ça se trouve, quand on sortira le podcast, on aura une nouvelle release de Mistral et le chat, ce sera dans la course. Mais en tout cas, aujourd'hui, le chat Mistral n'a pas l'air d'être sur le podium. Néanmoins, le modèle que tu décris, on a des excellents... Bon, alors, on va repartir sur les Français 2 minutes, parce que Mistral est français. D'excellents ingénieurs, d'excellents dirigeants dans la tech. Et ben, ça, c'est quand même le bon modèle, parce qu'ils ont été capables, une petite bande de nos Français brillants a été capable de quitter les gros pour monter Mistral, qui, encore une fois... Je ne sais pas s'il fait le poids avec les autres, mais en tout cas, est là, existe, est soutenu par les États et autres. Est-ce qu'à ton avis, c'est le type de bonne réponse dont on a besoin? Bah oui, c'est le type de bonne réponse dont on a besoin, parce que pour faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, si demain je t'enlève ton seau et t'appelle pour faire un château de sable, même si je te donne un seau et une pelle plus petits, eh bien, en fait, tu auras quand même un seau et une pelle, tu iras plus vite qu'avec tes mains seules. Donc oui, c'est la bonne réponse. De là à dire que on arrivera à être meilleur qu'eux, c'est compliqué. Est-ce que ça suffit? C'est compliqué. Néanmoins, si aujourd'hui on nous enlevait GPT, même si tu travailles tous les jours avec GPT, on a Mistral et on n'a pas rien. Ouais, et puis c'est comme si on t'enlevait Google. On t'enlève Gmail, on t'enlève Google, on t'enlève Microsoft, on t'enlève GPT. Bon, bah, qu'est-ce qui te reste? Et on va se mettre. On va faire des podcasts. Et encore, ce podcast, on va le mettre sur YouTube, on va le mettre sur LinkedIn. Non, on va le mettre sur Viadeo. Non, Viadeo, ça a dû fermer depuis. Enfin, voilà, les alternatives. Deezer, c'était pas français, Deezer? Deezer, c'est... Ouais, j'adore Deezer, d'ailleurs. On les salue bien fort. Eh ben, on mettra tout sur Deezer, alors. Ouais. Pour la peine. Ok, bon, espérons qu'on n'en arrive pas là pour le moment. Mais c'est la bonne réponse. Il faut construire des alternatives. Il faut construire des alternatives parce que, en fait, c'est toutes ces technologies d'intelligence artificielle ou même ce qui est devenu une commodité, les emails, etc. Aujourd'hui, c'est tellement dans notre quotidien, c'est tellement dans nos chaînes d'approvisionnement, dans notre opération quotidienne, que si on nous l'enlevait, ça serait catastrophique. Et si on n'avait pas d'alternative, ça serait la fin. Et on ne peut pas se permettre de se dire « j'y vais sans un filet de sécurité ouais, ». Tout à fait. Donc là, si demain, on nous enlevait Gmail, ChatGPT et Microsoft, ça serait compliqué, mais on aurait quand même des alternatives. Peut-être pas aussi belles, peut-être pas aussi puissantes, mais on pourrait quand même bricoler des trucs. Et alors, il faut qu'on maîtrise le temps, mais j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que du coup, j'en sais rien. Bah, tu sais quoi, on va passer de l'autre côté. Je vais finir de grandir et puis je vais avoir ma petite 50aine d'années. Je suis chef d'entreprise. Je sais pas encore de quoi, mais par exemple, je me dis du coup, j'ai peut-être pas intérêt à prendre que des solutions américaines. Il faut peut-être que j'alterne entre des solutions américaines et des solutions chinoises. Bon, il n'y en a quand même pas encore autant que des Américains, mais il faut peut-être par exemple que je mette plus de choses sur les modèles DeepSeek ou sur les modèles d'Alibaba. Est-ce que tu crois que ce serait un bon calcul, ça? Non, parce qu'il y a des alternatives françaises quand même, et européennes. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si là, en fait, ta stratégie, c'est de te dire bonne idée, je vais mettre mes œufs chez les Chinois et chez les Américains, alors qu'il existe des alternatives quand même beaucoup plus safe en termes géopolitiques, plus proches de toi, je te dirais... mauvais calcul. Potentiellement, essaie de te diversifier. Moi, dans les boîtes que j'ai j'ai évidemment du ChatGPT, mais j'ai quand même du Mistral. Évidemment, j'ai du Gmail, mais j'ai aussi du Proton. Ouais. J'ai essayé OVH, vraiment navré, mais on n'a pas réussi. Ça n'a pas fonctionné, c'était catastrophique. On a perdu tous nos emails. Voilà, bon, on
peut-être qu'on ne citera pas la marque, peut-être qu'un bip fera l'affaire. Non, on fera pas de bip. Passons au sujet suivant. Voilà, ouais. Donc, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un outil hyper puissant pour construire un gros château. Et quand on parle de guerre économique, on parle de personnes, enfin de stratégies étatiques derrière qui visent à t'affaiblir pour leur suprématie économique à eux. Ok. Donc, on peut se sourire, mais attention derrière, ils vont tout faire, absolument tout faire, jusqu'à te dire tiens, utilise ma pelle pour ton château, utilise-la. Et au moment où 100% de ton savoir-faire, est autour de cette pelle, ils vont te l'enlever. Et ils vont te dire maintenant, comment tu fais ? Soit c'est 10 fois plus cher, soit ah bah tiens, en fait, il faudrait peut-être que tu me présentes à ton autre pote là, et puis lui dire d'être pote avec moi plutôt qu'avec l'autre. Parce que j'ai peut-être des intérêts stratégiques. Et finalement, je me dis que Trump est sûrement en train de nous rendre service parce que moi, tu m'aurais dit tout ça, moi, à titre très personnel, tu m'aurais dit tout ça il y a, je sais plus depuis combien de temps il est arrivé, ça fait 6 mois environ qu'on a Trump avec nous. Tu m'aurais dit tout ça avant, je t'aurais trouvé, je suis très sincère, je t'aurais trouvé assez fortement pessimiste. En disant que oui, c'est vrai, c'est possible, mais autre. Et quand je pose la question, est-ce que Trump nous rend pas service ? C'est qu'en fait, il nous met le doigt sur le fait que l'ensemble de ces choses-là, l'ensemble de ces pratiques sont une réalité, et de la part, comme tu le dis, de gens qui sont censés être nos amis, et pas parce qu'on de l'Europe, on va naturellement se méfier des Russes ou des Chinois sans mettre des barrières non plus, mais on sait qu'on n'est pas sur la même idéologie démocratique, etc. C'est des choses qu'on a intégrées depuis longtemps, alors que les US, on voit ça comme, OK, on n'est pas complètement alignés, mais jusqu'ici, ça marchait. Et là, on se dit, oulala, OK, donc faut qu'on se méfie de tout le monde, ça commence à devenir concret. Faut pas non plus, tu me le dis souvent d'ailleurs quand je te pose des questions, faut pas non plus devenir parano sur tout et arrêter de vivre, arrêter de travailler sous prétexte qu'il y a des risques. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a cette espèce de côté où on dirait qu'on a une prise de conscience entre les différents conflits qui éclatent et ça. Alors, est-ce que Trump nous rendrait pas service en ce moment ? Je ne sais pas. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau va être autour de... Évidemment que non, parce qu'il nous met en fait sous pression et dans une crise absolument terrible, parce que déjà qu'avec l'agression russe sur l'Ukraine, il y avait le prix de l'énergie a explosé, ce qui a créé en fait de l'inflation, ce qui a créé c'est le prix de l'acier, tout a explosé, tout s'est déséquilibré. Et dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui arrive et qui, d'un coup, décide de mettre des droits de douane à 50-90% de temps à autre, quand il parle de certains pays, dans certains secteurs d'activité, dans certaines zones géographiques. C'est complètement fou. Ouais. En revanche, il met en exergue dans la vie du quotidien de tout le monde que ça peut arriver et que la souveraineté, en particulier la souveraineté économique, du coup, serait peut-être une bonne idée à initier. C'est-à-dire, non pas tout faire tout seul, ce qui serait du protectionnisme qui pourrait être vu comme une tactique à mettre en place parfois. Voilà. Et de souveraineté économique où on se dit « Ah d'accord, mais je vais peut-être un tout petit peu plus réfléchir, non plus simplement à l'échelle étatique, parce que la souveraineté économique aujourd'hui n'est plus simplement liée à des banques centrales ou à des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi des décisions personnelles, comme tu l'as dit. Si moi, je mets par exemple tous mes œufs, la moitié de mes œufs aux États-Unis ou chinois, moi, je te dirais, non, peut-être qu'il faut faire un peu d'éducation sur... c'est très bien d'utiliser des solutions américaines, très important, ça permet de goûter un petit peu à de la nouveauté, de voir un petit peu comment ils font les choses. OK aussi chez les Chinois, mais il faut aussi rester chez soi, parce que le jour où il y a un conflit, militaire, économique, cyber, peu importe, on l'a vu d'ailleurs avec le blackout qu'il y a eu à Barcelone, le jour où tout se coupe, qu'est-ce qui te reste ? Il faut aller boire des bières en terrasse. Voilà, la réponse barcelonaise, c'était de boire des bières en terrasse. Ce que les Espagnols savent faire. Mais attention, des bières en terrasse, nous aussi, en Espagne, qui étaient produites à Barcelone, pour le coup. Mais si, par exemple, les tireuses, il n'y avait plus rien, plus d'électricité, etc. Voilà. Alors moi, je fais une aparté là-dessus, ce shutdown qu'on a eu en Espagne. Moi, j'en ai tiré une super leçon parce que on est quand même abreuvé au film Catastrophe, on est quand même abreuvé une série Netflix, qui était pas trop mal d'ailleurs, qui est sortie il y a pas longtemps,
qui explique qu'après une cyberattaque, il y a une coupure électrique qui tout de suite nous fait rentrer dans une troisième guerre mondiale. Et au final, quand même, cette coupure d'électricité qui était quand même impressionnante, parce que c'est presque toute la péninsule ibérique, si je ne dis pas de bêtises, je crois que tout le Portugal aussi. Coupé d'électricité, au final, ça n'a même pas été 24 heures, donc ça a été. Mais on se dit, l'être humain, il est quand même vachement plus résilient qu'on le croit, parce qu'au final, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste les relations humaines, les personnes, etc. Et semble-t-il, ça n'a tué personne, au sens propre du terme, de plus avoir de téléphone et de plus avoir de carte bleue pendant une demi-journée. C'est sûr que si ça avait duré une semaine, ça aurait probablement été différent. Ça n'a pas tué des gens peut-être, mais combien ça a coûté de ne pas travailler pendant une journée entière dans toute la péninsule ibérique ? Ça, c'est une vraie question à se poser. On n'a pas l'info. Ouais. Donc, c'est la même chose. Si demain, on t'enlève ton seau et t'appelle, combien ça aura coûté ? Ouais, tout à fait. Alors que si tu avais ton petit propre groupe électrogène ou quelque chose comme ça, peut-être que tu aurais pu... On en revient à la résilience, finalement, à un autre niveau. Mais la souveraineté économique, c'est tout simplement améliorer sa souveraineté économique, donc choisir avec qui on fait les choses, c'est améliorer sa résilience, donc sa capacité à encaisser des chocs. Des chocs géopolitiques, des chocs physiques, des chocs, peu importe. C'est exactement ça. Être plus résilient, c'est pas être en mieux préparé. Autarcie. Oui, c'est ça. C'est pas être en autarcie du monde. C'est pas être seul. C'est juste se dire, si ça arrive, je suis prêt. C'est juste ça. Ok, tu sais quoi, c'est super transition sur la question que j'allais te poser. Tu y réponds partiellement pour finir sur ce volet-là. Si je suis justement, moi, j'ai une entreprise, peu importe la taille et peu importe finalement, de manière générale, quel conseil simple on va dire, je vais préciser un peu la taille, justement, plutôt une petite entreprise. Donc, je vais pas me payer des consultants, une équipe, un truc, un machin. Quel conseil simple tu peux me donner, que je peux appliquer moi au quotidien pour être peut-être pas rentrer dans une logique de guerre économique, parce qu'a priori, sauf dans certains secteurs particuliers, si j'ai une entreprise de taille petite ou moyenne, je vais pas beaucoup parler de guerre économique. Par contre, améliorer ma résilience, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Améliorer sa résilience, oui, mais c'est ce qu'il faut que tout chef d'entreprise se pose. C'est si demain il y a un choc chez mes clients ou mes fournisseurs, comment je survis, tout simplement. Alors quand on est une petite entreprise, on ne se pose pas ces questions. La seule, moi, dans les premières années de InEurope, les premières choses que je me disais, c'est comment faire rentrer de l'argent le plus vite possible et être sûr que cet argent soit stable, donc avec des clients satisfaits qui reviennent, pour pouvoir payer mes salariés et payer ma croissance. C'est la seule chose, voilà. Donc là, utiliser du Google, du Gmail, etc., c'est pas un problème. Ensuite, dès lors qu'on commence à faire un petit peu d'international, etc., là, c'est important de se poser les questions. Mais avec qui je vais travailler et quelle dépendance je vais me créer. Typiquement, l'exemple du porte-avions et de sa catapulte, c'est exactement ça. Est-ce que je prends une catapulte américaine ? C'est un vrai sujet, ça ? C'était un vrai sujet, oui, absolument. On est passé d'une catapulte américaine à une catapulte... La catapulte américaine du porte-avions du Charles de Gaulle, du coup, était américaine, en attendant, du coup, que la France puisse développer la sienne, parce que c'est pas juste un élastique. Ça. Apparemment, c'est un peu plus compliqué. Et c'est devenu, du coup, des leviers de négociation très importants entre les États-Unis et la France sur certains sujets géopolitiques. Et donc, pour revenir à ce que tu me disais avant, parce que c'est assez intéressant, donc... C'est bien d'en discuter, c'est bien d'en avoir conscience. Par contre, toi, tu ne conseilles pas à n'importe qui, celui qui a une boîte de 3 à 5 personnes, de se muscler pour la guerre économique. Celui-ci, tu lui dis, tu n'as pas peur de lui dire non, ce n'est pas encore tes enjeux du moment. En fait, il faut juste voir, est-ce que en fait, c'est utile ? Il faut se poser la question. Est-ce que si on me coupe ça, si on me coupe mes emails ici, demain, est-ce que c'est important ou non ? Si c'est extrêmement vital, etc., et que je vois qu'au niveau géopolitique, il y a une possibilité pour qu'on me coupe ce service, eh bien dans ces cas-là, c'est aussi simple que je trouve une alternative. Nous, par exemple, on est passé chez Proton, c'est suisse. C'est très bien, ça permet de pouvoir remplir, cocher plein de cases en termes de souveraineté au niveau numérique, pas de droit extraterritorial américain qui s'applique, pas ce genre de choses. Avec les Suisses, ils ont quand même plutôt été neutres ces dernières centaines d'années. Donc, on peut prendre l'exemple qu'on a eu, l'exemple réel qu'on a eu il y a une semaine ou deux. La question que je t'ai posée, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette
petit excès de paranoïa, alors que c'est pas tellement moi, mais une étudiante m'a écrit pour m'interroger sur un mémoire de fin d'études. Et je sais pas, peut-être que j'avais vu une de tes vidéos. Bref, je sais pas pourquoi je me suis posé une question que je me pose pas trop habituellement. Je t'ai écrit pour te demander si il fallait que je me méfie, puisque j'ai vu dans l'actualité ces derniers temps que pas mal de fuites d'espionnage industriel, ça passait souvent par des faux étudiants, des faux stagiaires, etc. Et puis tu m'as fait une réponse que j'ai bien aimée. Tu m'as dit faut pas être parano, sinon t'arrêtes de tout faire. Et puis dis-toi ce qui peut t'arriver de pire si tu dévoiles une information que tu dois pas dévoiler. Et puis sinon, le plus simple, c'est simplement ne dévoile pas l'information que tu dois pas dévoiler. Et donc tu m'as remis sur un niveau finalement extrêmement de bon sens, quoi, de bon sens paysan, de bon père de famille. Ouais, c'est ça, il ne faut pas se méfier de tout le monde, mais dès lors qu'on sait qu'on a des informations importantes, à nous, à nos clients, ce genre de choses, si on sait qu'on ne doit pas les dévoiler, peu importe qui nous pose la question, on ne la dévoile pas. Ouais. Donc dans ces cas-là, si quelqu'un vient avec une idée du coup de faire de l'espionnage industriel, etc., et souvent ces personnes, elles savent... elles ne viennent pas en se disant je vais faire de l'espionnage industriel, mais elles reçoivent du coup des consignes de personnes qui vont lire du coup leur rapport, qui vont derrière avec plusieurs sources avoir en fait une copie complète de ce qu'elles voulaient. Okay. Donc elles-mêmes ne sont pas au courant qu'elles sont en train de faire de l'espionnage industriel dans la plupart des cas. Okay. Et pour ça, simplement si quelqu'un te pose une question, quel est ton code de carte bleue, bah, tu réponds pas. Tu dis c'est quelque chose peut-être entre 4 et 6 chiffres, voilà. Mais comme tout le monde, du coup je le garde pour moi. Ouais. C'est du bon sens paysan. Ça, c'est donc et dès qu'on commence à se méfier de tout le monde, on commence à rejeter les autres. Et là, on arrive sur une pente ultra glissante, qui est celle du rejet de l'autre. Et le rejet de l'autre, ça n'apporte jamais de bonnes choses. Et en guerre économique, il ne faut pas rejeter l'autre. Il faut comprendre les intérêts de l'autre et nos intérêts et voir où est-ce qu'on se rejoint. Rejeter l'autre, c'est du nationalisme. Rejeter l'autre, c'est tomber dans des extrêmes et rien de bon n'arrive de ça. Donc, guerre économique, il y a guerre. On peut se dire, catastrophique la guerre, etc. Mais non, c'est vraiment du bon sens paysan. Digne d'être un très bon sujet à méditer, celui-ci. Parce que tu as raison, quand on parle de guerre économique, il y a ce mot guerre qui, tout de suite, on pense à un truc agressif. Ok, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet, puis j'ai quand même hyper envie qu'on en apprenne un peu plus sur toi, parce que d'ailleurs, je connais une partie de ton parcours, mais je suis sûr que je vais découvrir des choses. Tristan, tu es aujourd'hui multi-entrepreneur, à la tête de plusieurs choses passionnantes, dont certaines qui vont parler à beaucoup de gens. Mais tu as aussi cette expertise assez forte et reconnue en souveraineté économique, en guerre économique et d'autres sujets. Moi, la question que je me pose toujours, c'est quel a été ton chemin ? Qu'est-ce qui a amené le petit Tristan d'une dizaine d'années jusqu'au Tristan d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques années? Très peu, tu es très jeune. Moi, je viens en fait de La Rochelle, du coup, une ville sur le bord de mer où j'ai grandi. J'ai très rapidement, sans le savoir, été un peu entrepreneur. À l'âge de 16 ans, je crois, c'est un peu moins de 16 ans d'ailleurs, j'avais embrigadé mon beau-père pour qu'il soit président de mon association, etc. Et j'organisais des concerts punk dans des caves tous les premiers jeudis du mois. Ça cartonnait. J'avais 15 ans. Quand on le voit aujourd'hui, on s'imagine pas ça. Ah oui, non, mais à l'époque, voilà, j'ai un père prof de guitare, donc j'adorais la guitare. Et puis, j'organisais ça. Je recalais mes potes de 15 ans parce qu'ils n'avaient pas 18 ans dans mes concerts, parce que des trucs absolument n'importe quoi. Mais je faisais ce que j'aimais, et c'était vachement bien, ça perdait pas d'argent, et c'était super bien. Ensuite, j'ai fait le SC La Rochelle, à La Rochelle aussi, où j'ai fait ce qui était très bien. Il y avait un partenariat avec le SC La Rochelle et la réserve militaire, et ça me permettait du coup aussi d'aller à la réserve militaire à côté, parce que j'avais toujours une passion en fait pour l'armée, mais je sentais bien que j'avais besoin de construire des choses, de bricoler des choses. J'avais ce côté entrepreneur qui faisait que la vie en régiment n'était peut-être pas adaptée à ce que je souhaitais faire. Donc la réserve opérationnelle, du coup, m'a donné cette possibilité de faire les deux. Et à l'école de commerce, j'apprenais que si, en gros, mon équipe était mauvaise, il suffisait de la virer.
alors qu'à l'armée, on me disait que si mon équipe était mauvaise, c'était avant tout de ma faute parce que je les avais mal formés. Et je trouve que cette approche, en fait, en école de management de l'armée est très intéressante et que beaucoup de jeunes en école de management et de commerce devraient faire un petit passage par l'armée, ou en tout cas au moins lire des écrits. Je recommande le livre du général de Villiers, Qu'est-ce qu'un chef, qui pose un petit peu toute cette stature du chef, et que le chef n'est jamais seul, le chef c'est aussi une équipe derrière, etc. Bon. Ensuite, j'ai renforcé ce parcours académique avec l'école de guerre économique, où j'y ai fait un MBA très intéressant, où j'ai découvert tout ce qui était renseignement, en particulier renseignement économique, avec plusieurs outils comme l'Open Source Intelligence. L'Open Source Intelligence, l'OSINT, c'est comment trouver des informations en source ouverte. La source ouverte, ça va être Internet, les réseaux sociaux, les journaux, la boulangère du coin. Du coup, et trouver des informations et en tirer des conclusions. Ensuite, je me suis rendu compte après ça que je connaissais quand même pas grand-chose à l'Europe. Je me posais la question, je crois qu'on n'est pas loin des élections européennes, et je me dis, mais qui vote pour les députés européens et comment ça fonctionne ce truc? Et je me suis rendu compte en tirant en fait le sujet de l'Union européenne que, à part mes cours du lycée, j'avais pas trop suivi le truc, et voilà, j'avais quelques faiblesses. Donc j'ai fait le cycle des hautes études européennes de l'INSP, anciennement l'ENA, où j'ai découvert du coup comment fonctionnait en fait cette grosse machine qu'est l'Union européenne, et comment la France du coup s'intégrait en fait dans ce schéma européen. Et là-dessus, plein de conclusions sont venues que peut-être que la France était un des pays fondateurs, mais qu'aujourd'hui elle ne l'utilise pas de la bonne façon, et que on pense comme à l'époque prendre des décisions à Paris, les projeter à Bruxelles, et que ça va être écouté et qu'il n'y aura pas de débat. Or, aujourd'hui, c'est complètement différent. Les décisions se prennent à Bruxelles, et il y a un besoin réellement de changer un petit peu notre façon de voir et d'utiliser l'Europe, parce qu'aujourd'hui, je pense que le climat anti-européen en France vient avant tout d'une mauvaise compréhension et mauvaise utilisation de ce super outil qu'on a vu tout à l'heure, et l'Union européenne, tant au niveau diplomatique, économique, etc. Bon, pardon, je diverge. Donc ça, c'est la partie académique. Donc moi, je recommande tout le monde qui fait du commerce, même d'ailleurs qui ne fait pas de commerce, de passer une petite tête par l'armée. On y apprend des choses très intéressantes, en particulier au niveau management, et surtout et avant tout à tous les Français à s'intéresser de plus près à ce qu'est l'Union européenne, et de ne pas écouter ce que disent les extrêmes. Voilà. Mon parcours professionnel, j'ai toujours j'ai commencé ma carrière en organisant des concerts punk. Voilà. Et ensuite, j'ai fait pas mal de choses, mais on va dire que j'ai commencé toujours en start-up sur des sujets commerciaux. Moi, j'ai toujours adoré une chose, c'est écouter quel était le problème de l'autre et apporter des solutions. C'est quelque chose c'est la base du commerce, tout compte fait. Mais je trouve qu'on le retrouve beaucoup plus en start-up. Donc, j'ai toujours été commercial en start-up. J'ai appris beaucoup de choses de start-up en croissance, etc. J'ai commencé chez Payntech, où j'embrasse toute l'équipe qui peuvent nous voir. Ensuite, je suis allé dans des ESN où j'ai vendu en 2015. Et en 2015, la blockchain, tout le monde pensait que c'était une révolution de fou et que Internet allait disparaître au profit de la blockchain. C'était complètement fou. Et je me souviens... à l'époque, passer un entretien d'embauche avec Xavier Niel, qui me posait la question en 2015, qu'est-ce que tu penses de la blockchain? Et je me souviens lui répondre, c'est complètement nul, ça ne sert à rien. Et avoir des serveurs redondants avec des bases de données sécurisées, c'est largement suffisant. On était tout à fait alignés là-dessus. Alors, c'était en 2015. Et je me souviens les grosses... Tu as dit ça à Xavier Niel à cette époque-là? Et oui, en 2015. Et il t'a écouté, tu crois? Je ne sais pas quels sont ses investissements en blockchain aujourd'hui, mais je pense pas qu'il m'ait écouté, mais je pense qu'on avait plutôt le même avis en 2015 sur ce sujet. Et pour preuve, quand je vendais des gros projets, même un énorme distributeur français, il faisait des chèques, mais alors moi j'étais content, j'étais commercial, je prenais mon variable. Et puis en fait, ils abandonnaient le projet 6 à 8 mois après, parce qu'ils se disaient c'est très compliqué, l'adoption est impossible. Et en fait, ça nous coûte excessivement cher, alors qu'il suffit de mettre des serveurs avec du non-sens paysan, tout simplement. Et aujourd'hui, la partie blockchain, à part quelques irréductibles, peut-être un peu de crypto, etc.,
Internet est toujours là, Google est toujours là, il n'y a pas de problème. Ensuite, je suis passé par 2-3 trucs et j'ai été directeur commercial d'une super entreprise française qui s'appelle Gatling, qui fait du test de charge de protocole HTTP. Bon, c'est très très niche, mais en gros, pour le vulgariser, c'est quand on se connecte à un site internet ou n'importe quelle application, on va du coup envoyer une requête et quand on se connecte sur Amazon, Amazon c'est un gros site internet ou société.com par exemple. Et du coup, on allait tester un petit peu tester en fait chez les clients quels étaient du coup ce qu'on appelle les bottlenecks, c'est les goulots d'étranglement et qu'on pouvait améliorer pour gagner quelques millisecondes. Parce que quelques millisecondes, ça peut faire toute la différence, en particulier quand tu fais du trading haute fréquence ou que tu t'appelles la NASA et que tu as besoin de piloter 2-3 trucs où la milliseconde peut être intéressante. Ok, ouais. Sauf qu'on travaillait aux États-Unis et 80% du chiffre d'affaires était fait aux États-Unis et à chaque fois qu'on vendait. T'étais pas bon en souveraineté là. Alors si, on exportait une super technologie française aux États-Unis. Okay, c'est quand même formidable. Et on l'exportait pas chez n'importe qui. C'était chez Tesla, JP Morgan, NASA. Enfin, c'est quand même des trucs. Attention, c'est quand même pas mal. Ouais. Sauf que quand on vendait un contrat là-bas, on devait signer un petit papier disant que je n'avais pas de concurrent aux États-Unis parce qu'ils disaient une chose, c'est America's First. L'argent public américain doit d'abord ruisseler sur les entreprises américaines avant d'être utile à des entreprises étrangères. J'ai trouvé le concept à l'époque complètement fou et tellement logique. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en France, pour ça ? Et ça, c'était en 2019. En 2020, du coup, le Covid arrive. Comme beaucoup de monde, je me suis retrouvé, du coup, à plus voyager, j'ai 2 chats avec mes chats chez moi, et me dire, tiens, je me rends compte que je fais de l'argent pour les autres, je me rends compte qu'il y a des boîtes qui sont en train de fermer parce qu'elles ont des chaînes d'approvisionnement à l'autre bout du monde alors que des solutions existent au bout de la rue. Je vais lancer ma boîte. Oh, c'est stupide. Faut pas se lancer sa boîte alors que du coup on est en plein Covid et que tout le monde est en train de réduire ses budgets. Voilà. Mais bon, très content de l'avoir fait. J'ai trouvé 2 acolytes qui m'ont suivi sur cette idée qui s'appelait à l'époque Patriot Lab. Patriot Lab parce que patriotisme, et pour moi le patriotisme c'était une définition simple, c'est aimer ses valeurs sans rejeter celles des autres. Mais je me suis rendu compte, en particulier en France, que le mot patriote, ne serait-ce que le drapeau français, c'était quelque chose de très compliqué parce que c'est quelque chose qui appartient aux extrêmes, en particulier à l'extrême droite. Or, le patriotisme est très loin du nationalisme qui va être beaucoup plus sur le rejet de l'autre. On pourrait dire nationalisme, protectionnisme pour faire le parallèle avec ce qu'on disait. Voilà. Mais bon, Patriot Lab, du coup, au niveau marketing, ça n'a pas très bien fonctionné. L'objectif de cette boîte, c'était d'aider en fait les entreprises à trouver une alternative chez eux, parce que du coup en particulier pour tout ce qui était transport, il y avait de grosses problématiques. Il n'y avait pas de conteneurs, les conteneurs coûtaient excessivement cher, donc les coûts explosaient, donc il n'y avait plus de marché, donc les boîtes faisaient faillite, en gros, pour schématiser. Et je me disais, si tu as juste à descendre de ta rue, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais derrière, tu n'as pas les transports et tu es beaucoup plus résilient. Ça fonctionnait pas si mal. De Patriot Lab, on est passé à InFrance. Apparemment, InFrance a beaucoup mieux fonctionné au niveau marketing que Patriot Lab. Mais un petit truc, moi j'ai toujours rêvé de faire un logiciel, une techno. J'aime beaucoup bricoler des trucs. Et le conseil, ça m'a pas trop, ça me plaisait pas trop. Et là, c'est ce que j'étais en train de devenir, un cabinet de conseil de relocalisation. Et un de mes premiers clients, c'est du clonage de coraux, etc. Et il m'avait demandé de trouver une alternative française ou européenne sur un joint de 2 cuves de vide, etc. Enfin, en gros, ça ne fonctionne pas avec le code NAF, etc. C'était hyper compliqué. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, non, là, c'est pas ce que je veux faire. Par contre, on avait commencé à avoir une petite quinzaine de clients et tous mes clients me disaient, ah tiens Tristan, tu pourrais pas me dire combien d'emplois je génère en France, combien de fiscalité je paye en France. J'en ai besoin pour des subventions, j'en ai besoin pour un truc là, qui commence à la RSE, le SG et qui est devenu la CSRD. Et derrière, en fait, plusieurs besoins qui sont les mêmes et récurrents se cache un produit. C'est comme ça qu'est venue du coup l'idée du
du rapport d'impact territorial d'InFrance, et ensuite qu'on a étendu un petit peu à l'Europe avec InEurope. Et ensuite, on a des marques nationales, InFrance, InGermany, etc., etc. Et voilà. Et ensuite, le sujet un petit peu de la CSRD, c'est un petit peu calmé avec l'agression russe en Ukraine, qui est maintenant une guerre, parce que ça fait flamber tout ce qui est énergétique. Et les entreprises n'avaient plus pour objectif de limiter leur impact carbone par leur activité économique, mais de simplement survivre. Voilà. Donc là, en tout cas, mon analyse du secteur à impact, c'est que c'est claqué au sol. Plus personne ne se lance maintenant à se dire tiens, on va faire de la CSRD depuis que Omnibus est passé et tout. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Moi, entre-temps, la société a été rachetée par le groupe Société.com, qui a été créé par Xavier Niel, justement, en 1999, leader de l'information administrative financière des entreprises. Et entre-temps, le temps de faire... apporter du coup InEurope dans le groupe Société.com, jumeler nos équipes, nos outils, etc. Le sujet de l'impact est un petit peu en train de se calmer, mais un petit peu passé à côté. Et du coup, je me suis réveillé ce début d'année en me disant mais de quoi ont besoin mes clients? Tout simplement, téléphone. On prend le téléphone et tout le monde me disait ah ouais, parce que là, les États-Unis, ah ouais, parce que là, les Chinois, ah, les États-Unis, c'est compliqué pour nous. Il faut vraiment qu'on arrive à monitorer quels sont nos points d'accroche et ce qu'on doit améliorer sur des dépendances stratégiques qu'on peut avoir, non pas à simplement la localisation de certaines de nos usines, mais aussi au contrôle de ces entreprises. Donc Google France est sous contrôle américain, donc, alors que pourtant ils sont matriculés en France. Et tout ça, en fait, c'est caché le sujet de souveraineté économique et donc de résilience économique, qui est en fait un petit peu pareil en termes d'analyse que l'impact, mais qui va être plus, non pas quel est l'impact positif que j'ai dans l'ensemble des territoires dans le monde, mais inverser un petit peu les choses et de se dire qu'est-ce que le monde a comme impact du coup chez moi plutôt. D'accord. Et si demain je fais un stress test je coupe les États-Unis, la Chine ou un détroit du coup est bloqué ou des outils attaquent, etc., avec des modèles de stress test, j'arriverai du coup à pouvoir identifier s'il se passe ça, et d'ailleurs c'est en train de se confirmer ou peu importe, ici, voici les effets qu'il y aura sur mon chiffre d'affaires et donc sur mon équilibre. Demain, il faut que je fasse telle et telle chose pour être plus résilient, donc beaucoup plus souverain au niveau économique. Pour et du coup, anticiper d'éventuelles crises. Exactement. Et c'est ce qu'on est en train de développer avec le groupe Société.com, du coup, une technologie qui s'appelle SoftTrack, qui est la souveraineté, track pour traquer. Et non pas qu'en France, mais bien dans l'Union européenne, pour faire dans un premier temps des scores de souveraineté pour toutes les entreprises, et ensuite des diagnostics avec des recommandations stratégiques pour les aider à pouvoir absorber des chocs, du coup, retirer la pelle, par exemple, dans un château de sable, un bac à sable, et de pouvoir se dire, si on me retire ma pelle, en gros, peut-être bien que ça ira, ou alors il faut peut-être que je me mette à construire des pelles. Ok. Voilà. Ouais, ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Donc voilà pour mon parcours global. Et me voilà aujourd'hui avec toi. Et en plus de ça, tu as une chaîne YouTube, tu t'interviens beaucoup sur tous ces sujets, non? Ouais, la souveraineté économique, du coup, la guerre économique de manière générale m'a toujours passionné, et la formation que j'ai eue à l'école de guerre économique était vraiment excellente là-dessus. Et en fait, on n'en est pas victime, mais il faut qu'on l'ait tous en tête tous les jours dans ce qu'on fait, dans ce qu'on achète en tant que chef d'entreprise ou même en tant que commerçant, pour se dire, tiens, si par exemple, je commence à avoir une super habitude alimentaire avec cet aliment qui demain, s'il y a des droits de douane dessus, va être multiplié par 2, pareil, il faut pouvoir penser à ça. Donc oui, j'ai décidé de lancer en début d'année, encore une fois, une chaîne YouTube qui s'appelle Sous le radar souverain, qui a pour objectif de mettre en avant tous les jours et maintenant toutes les semaines une synthèse de tout ce qui est guerre économique en France, et je suis en train d'en lancer une sur l'Union européenne pour sensibiliser les gens sur qu'est-ce que la guerre économique aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, et quels sont les bons réflexes à adopter pour être un bon soldat de la guerre économique et devenir plus résilient. D'accord. Super. Et ça nous amène tout doucement vers la dernière question. Donc, je t'y ai préparé tout à l'heure. Je crois qu'on n'est pas trop mal en timing. Est-ce que... donc, on a parlé d'impact tout à l'heure. L'impact au sens assez large, tant qu'il est positif chez nous. Comment est-ce que toi, tu t'efforces d'avoir un impact positif sur ton écosystème, que ce soit d'un point de vue
sociale, sociétale, environnementale ou même autrement? Alors tous les jours, évidemment, j'essaie d'avoir un impact positif à la fois dans ce que je fais au niveau de l'entreprise, mais aussi j'essaie de le voir au niveau macro. Là, par exemple, on va sortir pour tout le monde et de manière gratuite 18 millions de scores de souveraineté des entreprises début juillet, du coup, pour toutes les entreprises en France. Et tous les mois, on va sortir un nouveau pays de l'Union européenne. L'objectif est d'avoir un impact positif sur le maximum de personnes possible sur des sujets dans lesquels je crois profondément. La souveraineté économique, peut-être bien que je suis en avance ou en retard, je ne sais pas. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il faut avoir un impact positif en expliquant ce que c'est via du contenu, sous le radar souverain, ce genre de choses, ou même ce qu'on fait aujourd'hui avec des seaux et des pelles, et en essayant de donner les outils aux gens gratuitement pour qu'ils puissent comprendre un petit peu, ah tiens, ici, il faudrait que je fasse mieux et pouvoir me protéger. Moi, je suis né en France, j'ai longtemps habité en France et je suis très attaché du coup à la France et j'essaie aussi de faire rayonner cette excellence française qu'on a au niveau de l'open data, du traitement de données et d'une super ingénierie que l'on a tous les jours, voilà, avec de l'open data, avec des algorithmes qui tournent, aussi avec un petit peu d'intelligence artificielle, pour avoir un impact positif tous les jours sur le plus grand nombre. Trop bien, trop cool. Écoute, on a fait un bon petit tour. Merci pour tout ça, Tristan. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis merci de t'être prêté à l'exercice. Et à très vite alors. Merci pour l'invitation, Jérémy. À très bientôt. Salut.